Alors, faut-il investir sur Tesla à long terme? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce sujet-là, de Tesla, parce que beaucoup de personnes me posent la question de savoir Tesla pour du trading, pourquoi pas? Et à long terme, qu'est-ce que j'en pensais? Quel était mon point de vue par rapport à ça? Alors avant de commencer, donc tu connais le rituel maintenant. Je vais t'inviter à me mettre un gros pouce juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu souhaites ne rien rater et toujours développer tes connaissances et tes compétences en trading et en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. N'hésite pas non plus à commenter, ça m'intéresse toujours d'avoir ton point de vue par rapport à mes vidéos et aux sujets traités, et également à partager parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup plus de personnes que tu ne le penses. Alors, tout d'abord, pour répondre à cette question, il convient d'identifier le business de Tesla. Donc dans cette vidéo, en fait, ça va être entre guillemets un petit peu une analyse fondamentale. Je vais vraiment aborder les principaux points d'analyse fondamentale. Bien sûr, on pourrait approfondir et aller beaucoup plus loin en ce qui concerne ce type d'analyse, mais tu le sais bien et tu en es conscient, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc j'ai vraiment pris l'essentiel pour faire une petite analyse fondamentale de Tesla pour un investissement long terme et pouvoir décider si on est plutôt orienté à l'achat ou à la vente ou plutôt neutre sur ce type de société. Donc tout d'abord le profil de Tesla. On voit que Tesla est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Juste en dessous, tu vois la répartition du chiffre d'affaires. Tu vois qu'en majorité, à 81%, il s'agit de la vente de véhicules automobiles, à 9,1% de prestations de services, tout ce qui est maintenance et réparation notamment, la vente de systèmes de génération et de stockage d'énergie qui représente 6%, et la location de véhicules à 3,5%. Donc, le chiffre d'affaires se répartit de la manière la plus importante sur la vente de véhicules automobiles. C'est vraiment ici que Tesla fait son chiffre d'affaires. Et juste en dessous, on a la répartition au niveau géographique des activités de Tesla. Et c'est en majorité aux États-Unis comme tu le vois. Et comme énoncé dans une de mes précédentes vidéos, le projet Tesla, c'est vraiment de développer la production de masse grâce à son usine à Shanghai, située donc en Chine, pour l'exportation de masse en Europe. Et donc, cette part est censée augmenter dans les mois et années à venir. Ensuite, on a donc, ce que je viens de te dire, sous la forme d'un graphique tout simplement. Et tu vois très bien que Automotive Sales Revenue, donc tu vois très bien que ce sont les ventes automobiles, le chiffre d'affaires généré par les ventes automobiles. Tu vois que c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui représente la majeure partie de son chiffre d'affaires. Tu vois, ça a très bien augmenté ici au premier trimestre 2018. Et là, c'est vraiment monter. Donc là, tu vois, on se situe quasiment ici. Donc c'est en millions. Donc autant te dire que ici, c'est 5 milliards, par exemple. D'accord ? Ensuite, on va regarder le compte de résultat de Tesla. Alors, ce qui est important de regarder déjà, c'est l'évolution dans le temps, notamment du chiffre d'affaires. Donc, Sales Revenue, c'est ici. Donc, on voit clairement que ici, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, on voit que la tendance est à la hausse. D'accord ? Le chiffre d'affaires augmente. Donc là, tu vois qu'il augmente bien. D'accord ? La tendance est haussière, donc c'est plutôt positif. En tout cas, en ce qui concerne le chiffre d'affaires. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt bon signe. Tu vois que sur 5 ans, ça monte. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième élément que l'on va regarder dans le compte de résultat, c'est le résultat net. Donc le résultat net ici, c'est net income. Et ce qu'on voit ici, c'est que la société est bien en déficit. Donc le résultat est négatif en 2015. 2016, résultat négatif également. 2017, ce résultat négatif se creuse très fortement. Donc il y a un gros pic à la baisse. Donc tu vois, on est de l'ordre de 1 milliard en négatif ici. Et ensuite en 2018, on commence à diminuer le déficit. Et 2019, on diminue davantage le déficit. Et ici, j'ai pas le 2020, mais il me semble que ça évolue dans le bon sens. Il me semble que le déficit a encore diminué
et tend à devenir positif. Je ne sais même plus s'il était positif d'ailleurs, mais en tout cas là en 2020, début 2020, ça s'annonce plutôt bien. Donc évolution du résultat net. Ici, ça s'est creusé, mais à partir de 2017, c'est un peu mieux. Ça reste mitigé, mais ça reste correct. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est très important, donc il faut exactement regarder l'évolution du cash flow dans les années qui ont précédé. Là, fais bien attention, c'est l'inverse, hein. On n'avance pas dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là. Tu vois, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2019, c'est ici, hein. Donc on avance dans ce sens-là. D'accord? Donc, ce qu'on peut voir, donc le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui est dégagé par l'exploitation, l'activité d'exploitation, sans prise en compte des investissements ni des activités au niveau financier, c'est purement lié à l'exploitation. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que en 2009, donc le cash flow était négatif de ce montant-là, et ici il se creuse, tu vois, il se creuse, il s'accentue jusqu'en 2013, boum, petit souffle ici, et très fort cash flow négatif en 2015, et à partir de 2015, effectivement, ça allait de mieux en mieux. Donc le cash flow a diminué son aspect négatif pour redevenir quasiment presque pour redevenir positif. Tu vois qu'en 2017, on passe à moins 61, et ici 2400. Donc là, tu vois, quand je te dis 2400, mais 100 millions, hein, là, voilà, tu vois, ici c'est indiqué. Donc, autrement dit, ici par exemple, c'est 2 milliards, d'accord? Mais tu vois très bien que Tesla passe d'un cash flow très très négatif à un cash flow bien positif. Donc, très récemment, c'est plutôt positif, donc on est plutôt en faveur de Tesla. Quand on regarde le net cash flow, eh ben c'est exactement pareil. En 2015, on était avec un cash flow très négatif. Ensuite, en 2016, ça allait beaucoup mieux. 2017, c'est moyen. Et ensuite, ça commence à remonter. Donc, niveau cash flow, on peut dire que c'est OK. Ensuite, pour bien comprendre l'environnement de Tesla et pour pouvoir vraiment savoir s'il est bon d'investir sur Tesla sur le long terme, il faut faire une analyse concurrentielle, notamment de Tesla et de son industrie. Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le concept de moat. Moat qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est Morningstar qui te l'explique. Donc le concept d'economic moat, c'est un avantage concurrentiel durable. Donc c'est un élément central du travail d'analyse fondamentale des entreprises, suivi par Morningstar. Il joue un rôle déterminant dans l'évaluation du potentiel d'investissement d'un titre sur le long terme et dans l'estimation de sa valeur intrinsèque, donc sa juste valeur. En gros, voilà, ne prête pas trop attention à ce qu'il y a ici, ça devient un peu plus technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but c'est de rester simple et pédagogique, on ne va pas rentrer dans le compliqué. Donc, pour faire simple, il y a 3 catégories de moat, d'accord? Il y a ce qu'on appelle, alors je vais l'écrire, ça va être plus simple. Il y a ce qu'on appelle en anglais le white moat, d'accord? Donc le white moat, ça veut dire que il y a très très peu de concurrents, très peu ou aucun concurrent, d'accord? Donc peu ou aucun concurrent. Ensuite, on a le narrow moat. Le narrow moat, c'est pas mal de concurrents. Ok? Et enfin, c'est ce qu'on appelle le no moat. C'est-à-dire que c'est submergé par les concurrents. En gros, il y a ces 3 catégories de moat, d'accord? Soit il y a un large moat, ça veut dire qu'il y a très peu ou pas de concurrents. Soit il y a un moat étroit, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de concurrents, ça reste quand même correct. Et lorsqu'il n'y a pas de moat, ou très 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 faible moat, eh ben, on peut dire que c'est submergé de concurrents. D'accord? Et où est-ce que se situe Tesla dans tout ça? Eh ben, en regardant sur Morningstar, qui est vraiment une agence qui émet des notations de manière sérieuse en ce qui concerne la qualité des sociétés, que dit Morningstar? Morningstar dit que pour Tesla, en tout cas, economic moat known, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moat. Je le rappelle, c'est ici.
Donc c'est submergé par les concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'autres sociétés font la même chose que Tesla. Donc Tesla ne dispose pas vraiment d'un avantage concurrentiel. Pour preuve, on peut voir ici, c'est le top des entreprises, en fait c'est le top par classement en termes de vente sur les véhicules électriques par exemple. Donc tu vois Tesla, ensuite il y a d'autres sociétés, tu vois Nissan, BMW, des grands noms que tu connais, ça il n'y a pas de problème, mais tu vois qu'il y a plein de concurrents. Et encore la liste est loin d'être complète. Donc tu vois que Tesla n'est pas du tout la seule société à faire ça. Maintenant, on va regarder la capitalisation boursière par rapport au chiffre d'affaires. Et ça encore, c'est très intéressant à voir. Ce qui est en bleu, c'est la capitalisation boursière, c'est-à-dire ce que vaut la société. C'est le prix auquel on l'achète en bourse. D'accord? C'est ce que vaut la société en bourse. Et en orange, c'est le chiffre d'affaires qu'elle génère. Et donc, ça doit représenter plus ou moins la même chose. En tout cas, la partie revenu doit pouvoir justifier sa valeur en bourse. Ce qu'on voit pour Tesla, c'est que c'est pas du tout justifié. Elle vaut beaucoup plus en bourse, elle est beaucoup plus chère en termes de valeur que ce qu'elle dégage réellement en termes de chiffre d'affaires et de vente, tu vois. A l'inverse, tu prends Toyota, Volkswagen ou encore BMW, et ben tu vois très bien que leur chiffre d'affaires est largement supérieur à leur valeur par rapport au prix auquel tu peux l'acheter en bourse, tu vois. Donc, il y a vraiment des questions à se poser, d'accord? Ici, tu as Tesla qui est beaucoup plus cher par rapport à ce qu'elle vaut, et tu as d'autres sociétés automobiles concurrentes qui font exactement la même activité, qui font la même chose, qui sont beaucoup moins chères par rapport à ce qu'elles valent vraiment et par rapport aux ventes qu'elles génèrent. Tu vois, ça c'est extrêmement intéressant à voir également. Ensuite, on peut regarder la situation de l'endettement. Donc, quand on regarde la dette à long terme de Tesla, on voit qu'elle augmente. Ça, c'est pas très bon signe. La dette augmente à long terme. C'est pas super. Ce que l'on peut regarder également, c'est un ratio intéressant, c'est le debt to EBITDA. Donc le debt to EBITDA, ça correspond à l'équivalent en français de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Je vais te le mettre ici. Voilà. Ça correspond à l'excédent brut d'exploitation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, tu fais une petite recherche Google et on t'explique exactement ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation. Mais voilà, c'est ce que la société arrive à dégager via son exploitation. Et ici, moi, je recherche principalement, dans le cadre d'une analyse fondamentale en tout cas, un ratio dette to EBITDA inférieur à 3. Est-ce que ici c'est inférieur à 3? Non. On est à 4. D'accord? C'est-à-dire que la dette représente une part importante. D'accord? On est à 4. Donc, pour moi, c'est encore un point négatif supplémentaire concernant Tesla. Donc, est-ce que Tesla dispose d'un avantage concurrentiel? Non. Est-ce que sa valorisation en bourse est justifiée, comme vu précédemment par rapport à ses ventes? Non. Est-ce qu'il existe une barrière à l'entrée en ce qui concerne l'activité de Tesla? Non, parce que voilà, c'est très simple, il y a tellement de concurrents là qui créent des véhicules électriques, il y a tellement de concurrents, ça se développe, il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a aucun souci. Les concurrents arrivent tous les jours, il n'y a pas de problème. Est-ce que les dettes de Tesla sont faibles ou en baisse? Eh bien, non. Donc, déjà sur le plan fondamental, pour moi, Tesla, c'est pas très bon. Dans le cadre d'un investissement long terme, c'est bien de se baser sur une analyse fondamentale. Donc, ça va représenter la majeure partie de l'analyse pour du long terme, mais il y a également une partie analyse technique qu'il faut intégrer quand même pour compléter l'analyse fondamentale. Car, comme je te l'ai dit, c'est complémentaire. Dans le cadre technique, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on voit tout simplement que sur un graphique mensuel, donc tu vois, c'est mensuel, chaque bougie représente un mois. Eh bien, depuis la très forte augmentation ici, en juillet, eh bien, tu vois que les cours ont littéralement explosé, sont extrêmement éloignés de leur moyenne mobile. On pense notamment au phénomène de retour à la moyenne qui sera probable. On enchaîne quand même 1, 2, 3, 4, 5 très très grosses bougies vertes. Les cours vont avoir besoin de respirer. Par ailleurs, sur le RSI, on est en situation de surachat. On est donc peut-être dans un marché en surtension. Donc pour moi, c'est clair et net, il faut être prudent. Sur Tesla, il faut être très très prudent. Pour ma part, en tout cas, pour le trading à très court terme,
pourquoi pas, en trouvant des bons points d'entrée. Mais pour de l'investissement long terme, en tout cas pour ma part, et ce n'est que mon avis, ce n'est pas du tout une recommandation, pour ma part, je n'investirai pas dans Tesla. Et ça ne concerne que mon avis. Si tu es toujours ici, c'est que tu es intéressé par le trading et que tu souhaites commencer à gagner de l'argent en trading et en investissement en bourse sur le long terme. Si c'est le cas, je t'invite directement à cliquer sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai directement une série de 3 vidéos par email en privé. Dans la première vidéo, tu verras que même en ayant raison 50% du temps, tu pourras gagner beaucoup d'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais t'apprendre à mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc voilà, sans plus tarder, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. Ciao!